Un grand merci à vous. Je vais vous parler un peu d'intelligence artificielle, beaucoup même, mais nous vivons une troisième révolution industrielle qui est celle de l'intelligence artificielle, de la robotique, du digital. Elle va avoir des conséquences dans nos vies qui sont considérables et aussi dans nos villes. Dans les deux. Elle va probablement, cette troisième révolution industrielle, elle va changer le monde davantage dans les 40 ans qui viennent que dans les 4000 ans qui précèdent. Et malheureusement, nos intellectuels et nos politiques ne sont pas toujours au courant. J'étais très heureux d'entendre mon ami Jean expliquer que nous communions tous les deux dans le rejet du déclinisme. On pense que le monde était pire avant qu'il n'est aujourd'hui. C'est vrai que quand je regarde, mon grand-père a fait la guerre de 14, mon père a fait celle de 40, mon oncle a fait la guerre d'Algérie, qui était un peu plus jeune. Je suis la première génération de garçons dans la famille qui ne part pas faire la guerre. Et quand même, c'était un peu plus difficile d'être un jeune juif dans l'Allemagne des années 30 que d'être un étudiant à Paris ou à Sophia Antipolis aujourd'hui. Tout ça a quand même formidablement progressé. L'espérance de vie des Français, on en parlait avec Jean tout à l'heure, l'espérance de vie des Français en 1900 était de 45 ans. Elle est aujourd'hui de 81 ans. Tout de même, ça va à tous égards beaucoup mieux. Un monde dans lequel les femmes n'avaient pas le droit de vote est un monde dans lequel je n'ai pas envie de vivre non plus. Et donc, tout ça va beaucoup mieux, mais évidemment, cette troisième révolution industrielle qui va bouleverser nos vies, qui est une révolution incomparable, qui est beaucoup plus violente et beaucoup plus rapide, et je vais vous expliquer pourquoi, que les révolutions industrielles précédentes, elle effraie beaucoup de Français, et je crois que cette peur est injuste, que le monde qui vient est meilleur que le monde ancien, mais encore faut-il le comprendre. Et ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, c'est très rapidement vous indiquer un peu les lignes d'horizon qui se profilent. Mon ami Jean Leonetti a eu la gentillesse de me rendre hommage tout à l'heure, mais mon cher Jean, je vais te faire une blague débile, mais non, je ne devrais pas dire ça parce qu'elle vient de notre ami Jean-Pierre Raffarin, donc c'est une blague formidable, mais que j'aime beaucoup. Et il dit toujours qu'un homme qu'on humilie est un homme humilié, et un homme auquel on rend hommage est un homme âgé. Donc c'est, je trouve là... Donc c'est... Je ne pouvais pas m'empêcher de la faire, celle-là, je trouve qu'elle est admirable. Donc, laissons les hommages de côté et venons-en aux faits. Cette révolution de l'intelligence artificielle, et je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que l'intelligence artificielle. Vous savez, j'ai été ministre de la Recherche, j'ai commencé à m'occuper de ces questions d'innovation quand Jean Dausset, en 1990, notre prix Nobel de médecine, m'avait fait l'amitié de me demander de venir réfléchir avec lui à ce formidable projet qui était à l'époque le premier séquençage du génome humain. Et puis j'ai fait après 3 ans de biologie du cancer, et donc je me suis intéressé à ces questions d'innovation et d'intelligence artificielle depuis maintenant plus de 20 ans, 25 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer Yann LeCun, ça vous dit peut-être rien, mais Yann LeCun, c'est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, c'est celui qui a inventé ce qu'on appelle le deep learning, donc cette capacité qu'ont les machines d'auto-apprendre, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis j'ai visité le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook qui est absolument fascinant, et tout ça, encore une fois, va modifier nos vies et nos villes, et j'y viens maintenant. Il y a 2 retombées majeures, il y a beaucoup d'autres, il y a 2 retombées qui sont colossales et qui vont bouleverser à la fois le monde du travail et puis le paysage des villes. La première retombée, je vais commencer par ça, c'est la naissance de ce qu'on a appelé l'économie collaborative. En vérité, cette économie collaborative, elle n'est pas du tout collaborative, elle est rendue possible par l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé de Uber, d'uberisation du monde. Bien sûr, Uber est le fleuron de cette économie dite collaborative, mais le vrai modèle, c'est Airbnb. Vous savez ce que c'est qu'Airbnb? C'est la possibilité, grâce à une petite application qui est sur votre smartphone, comme d'ailleurs l'application Uber, mais enfin il y en a des milliers d'autres, mais celles-là sont emblématiques. Airbnb, c'est la possibilité qui nous est offerte de mettre soit, si on est propriétaire d'un appartement, mettre une partie de son appartement, ou même son appartement tout entier, ou une chambre, sur le marché, et de telle sorte que des touristes ou même éventuellement des voisins puissent louer ce morceau d'appartement grâce à une application. Alors cette application d'Airbnb, c'est donc une application qui met les particuliers en relation entre eux, c'est du peer-to-peer, comme on dit en bon français, c'est de particulier à particulier.
Et vous arrivez à Mexico, à Washington, à Londres, à New York ou n'importe où dans le monde et vous trouvez un Airbnb, ce qui vous permet, plutôt que d'aller à l'hôtel, d'aller chez les gens du cru, chez les autochtones, comme on dit. Souvent, c'est évidemment beaucoup moins cher qu'un hôtel. Et puis, si vous voyagez, par exemple, avec vos enfants, c'est encore beaucoup moins cher que l'hôtel parce que vous avez un petit 3 pièces, un petit appartement, vous avez une petite cuisine et ça vous permet aussi de rencontrer les gens. Et souvent, c'est extrêmement agréable. Donc, ça fonctionne formidablement. Pour vous donner un peu des chiffres, que vous voyez ce que c'est en train de changer dans les villes et puis ce que ça va changer dans le monde du travail. À Paris, Airbnb, c'est 66 000 chambres. Airbnb en France, c'est 2,5 millions de nuitées cette année. Pour les hôtels, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je vous disais que l'économie dite collaborative n'est pas du tout collaborative, parce que les hôteliers, évidemment, protestent. Ils disent, mais c'est un scandale. Nous avons des charges sociales, nous avons des murs à entretenir, nous avons des normes incendie, des normes handicap, enfin toutes sortes de réglementations qui pèsent sur notre profession. Vous, les particuliers, qui êtes en relation entre vous, vous n'avez pas ces réglementations et ces charges qui pèsent sur vous, c'est donc de la concurrence déloyale. Et donc vous voyez là un conflit qui se met en place dans toutes les grandes villes, et même les petites, un conflit qui se met en place entre deux argumentations, deux logiques. Les particuliers qui disent « mais foutez-nous la paix, on n'a déjà pas beaucoup d'argent, on met un peu de beurre dans les épinards en mettant une partie de notre appartement ou notre maison à louer, laissez-nous tranquilles, on s'organise entre particuliers, fichez-nous la paix ». Et les hôteliers qui disent ce que je viens de vous dire, à savoir que c'est une concurrence déloyale. Et au fond, les deux ont raison. Voilà pourquoi l'économie dite collaborative n'est pas du tout collaborative, parce qu'en vérité, les conflits sont relativement faciles à régler quand il y a des bons et des méchants. Mais quand les deux ont raison, c'est embêtant. Et donc le monde qui vient sera un monde que les Grecs eussent appelé tragique, au sens de la tragédie grecque. Ça paraît un peu pathétique ce que je vous dis, mais c'est un beau modèle. Dans la tragédie grecque, pensez par exemple, alors si vous n'avez pas lu ça, quand vous rentrez chez vous, lisez, on a le droit de ne pas avoir lu les tragiques grecs, mais lisez l'Antigone de Sophocle. Ça fait 40 pages, ça ne vous tuera pas et c'est génial. Qu'est-ce que c'est que l'Antigone de Sophocle? C'est l'anticipation de l'économie collaborative, si je puis dire. Pourquoi? Parce que dans l'Antigone de Sophocle, ça raconte l'histoire d'un roi, qui est le roi de Thèbes, qui s'appelle Créon, qui est un très bon roi. Il a une nièce qui s'appelle Antigone. Puis il a des neveux qui vont se battre. Ils s'appellent Éthéocle et Polynice, ils se battent entre eux. Et puis il y en a un qui a trahi la cité, il a trahi sa ville, la ville de Thèbes. Et donc Créon, le roi de Thèbes, dit « celui-là, on ne l'enterre pas, il a trahi la cité, c'est la loi de la cité. Moi, je suis un bon roi, même si c'est mon neveu, on ne l'enterre pas. » Et il dit « voilà, Polynice, on va le jeter hors de la ville aux chiens et aux oiseaux. » Et il a raison de dire ça. Et Antigone, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « mais attendez, c'est mon frère, Polynice c'est mon frère, je veux qu'on l'enterre ». Et elle défend une autre argumentation que celle de Créon, elle défend la loi du cœur et la loi de la famille. Les deux ont raison, c'est ça le tragique grec. Le tragique grec, c'est un conflit qui met en scène des personnages qui ont tous les deux du caractère, qui sont des gens bien, qui ont raison tous les deux, mais qui sont déchirés parce qu'ils s'opposent entre eux. L'économie collaborative, c'est ça. Les taxis ont raison de râler parce que leur licence elle a diminué de moitié en 2 ans, et les Uber ont raison de dire « mais fichez-nous la paix ». Uber, c'est 14 000 emplois dans ce qu'on appelle vulgairement le 9-3, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire des gamins qui, au lieu de dealer du shit, sortent de la misère, sont propres sur eux, ils sont en cravate, ils ont une voiture, et ils gagnent 3 000 € par mois, ce qui est énorme aujourd'hui. Et donc, les gamins du 9-3 de la Seine-Saint-Denis, ils disent « mais attendez, fichez-nous la paix, laissez-nous être des travailleurs indépendants, puisque ce sont des travailleurs indépendants. » Et je vais y venir, ça modifie les métiers dans les villes. Et les chauffeurs de taxi disent « mais attendez, notre licence à Paris, elle valait 240 000 €, à Saint-Tropez, elle valait 400 000 €, et elle a diminué plus que de moitié, et donc c'est un scandale. » Vous voyez, on est dans le tragique parce qu'on a affaire à des argumentations qui sont vraies dans les deux cas. Qu'est-ce que ça va changer? Il y a un idéologue qui s'appelle Jeremy Rifkin qui annonce la fin du capitalisme, la fin du profit. C'est une blague, hein, c'est une plaisanterie. Jamais on n'a eu des profits aussi rapides et aussi colossaux qu'aujourd'hui. Airbnb, pour vous donner un chiffre, c'est plus de 30 milliards de capitalisation en bourse. Le groupe Accor, dans lequel Sarkozy est rentré il y a 2 ans, qui est un des plus grands groupes hôteliers, c'est 3 fois moins, c'est 11 milliards.
voyez? Et donc Airbnb, ils n'ont pas un mur, ils n'ont pas une salle de bain, ils n'ont pas un lavabo, ils n'ont rien. C'est juste une application d'intelligence artificielle. C'est 3 éléments. Alors maintenant, commençons à réfléchir un peu sur le fond, comment ça fonctionne. C'est 3 innovations, rien de plus. C'est l'intelligence artificielle, qui est capable de gérer d'énormes masses de données, hein, tous les petits particuliers, toute cette masse de données extraordinaire dans le monde entier. Donc c'est de l'intelligence artificielle qui gère ce qu'on appelle le big data, donc d'énormes masses de données, en quelques secondes, sur un capteur, sur un objet connecté, ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui est à l'intérieur de votre smartphone. C'est 3 innovations, intelligence artificielle, big data, capteur, Internet des objets, objets connectés. Et vous arrivez encore une fois n'importe où dans le monde. Et vous avez cette application d'intelligence artificielle qui permet de faire une mise en relation de particulier à particulier et de gagner donc de l'argent. Ça va bouleverser... Alors, quelle est la vraie innovation dans cette économie collaborative et pourquoi ça va bouleverser le monde des métiers? Le monde de nos enfants qui vient ne sera pas le nôtre. Le salariat n'est pas la forme ultime du travail humain. Le salariat, il va être attaqué considérablement par toutes sortes de formes de travail nouvelles. Pourquoi? Parce que la seule nouveauté dans cette affaire d'Airbnb, mais c'est la même chose pour Uber et pour toute l'économie dite collaborative, Blablacar et autres, la seule nouveauté, parce que la concurrence a toujours existé, qu'il y ait des nouveaux entrants dans un métier qui viennent uberiser, qui viennent concurrencer les vieux, les anciens, ça a toujours existé. Le capitalisme fonctionne comme ça. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être un professionnel pour concurrencer les professionnels. Chez Airbnb, je les connais très bien, je les ai rencontrés plusieurs fois, j'ai beaucoup parlé avec eux. Chez Airbnb à Paris, c'est une trentaine de gamins qui gèrent une application d'intelligence artificielle. Il y a 0 hôtelier, il y a 0 restaurateur, il n'y a pas une femme de chambre. Il n'y a personne de la profession de l'hôtellerie. C'est juste des gamins qui gèrent une application d'intelligence artificielle, point final. Autrement dit, grâce à l'intelligence artificielle, on peut uberiser beaucoup de professions aujourd'hui. Par exemple, les gamins qui sont aujourd'hui chauffeurs de chez Uber, ce sont des travailleurs indépendants, ce ne sont pas des salariés. L'URSSAF a essayé de faire en sorte qu'on dise que ce sont des salariés pour essayer de leur piquer le pognon, mais ça n'a pas marché. Ce sont des travailleurs indépendants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vieux chauffeur de taxi qui a appris, là, en l'occurrence, je parle de Paris, pardon, mais parce que c'est la quintessence du problème. Le vieux chauffeur de taxi qui s'est tapé de passer un examen, qui a appris les 3600 rues de Paris par cœur, et qui pense qu'il est évidemment meilleur que le gamin qui vient du 9 cube. Mais le problème, c'est que le gamin qui vient du 9 cube, il a Waze, il a son GPS, et que le GPS, il est bien meilleur que le vieux chauffeur de taxi. Ce n'est pas de sa faute, parce que non seulement il connaît les 3600 rues de Paris, mais il sait celles qui sont bouchées. Il sait les manifs, il sait les accidents, ce qu'aucun cerveau humain ne peut connaître a priori, parce qu'il est interconnecté avec tous les Waze qu'il y a dans Paris, et il voit exactement là où ça bloque et là où ça passe. Et donc il vous indique en permanence le meilleur itinéraire, ce qui fait que le gamin de 20 ans qui se retrouve chauffeur de Uber et travailleur indépendant, il est meilleur que le vieux chauffeur de taxi. Et même chose, je dirais, pour le radiologue. La machine d'intelligence artificielle, elle est meilleure que le radiologue. Il y a eu une compétition entre ce qu'on appelle un système expert, c'est un système de diagnostic médical par l'intelligence artificielle, et 52 dermatologues. Cette année même, ça a été publié dans la plus grande revue scientifique qu'est Nature au monde. Eh bien, sur 52, c'était des très bons dermatologues, il y avait des profs de médecine, ils venaient de 17 pays différents, il n'y avait pas de biais. 92%, on leur montrait des photos de grains de beauté pour savoir si c'était mélanome, carcinome, malin, bénin, etc. 92% de bonnes réponses pour la machine, 85% pour les humains. Ils ont été ratatinés par la machine, ce qui d'ailleurs a suscité en Grande-Bretagne, mon cher Jean, dans ton métier, un débat tout à fait intéressant. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les médecins soient en quelque sorte obligés au moins de consulter le système, pas de le suivre bêtement, mais au moins de le consulter, d'avoir le système expert, d'avoir le logiciel de diagnostic à côté d'eux, quitte à le contredire évidemment, mais au moins... Voilà, parce que dans bien des cas, il est meilleur que nous. Voilà, parce qu'en termes de reconnaissance, il voit des choses 1000 fois plus fines que l'œil humain.
Donc on a là évidemment quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'on va avoir un impact sur les métiers considérable, puisque l'intelligence artificielle va permettre à des non-professionnels de concurrencer des professionnels dans bien des métiers, commissaires aux comptes, experts comptables, etc., radiologues, anesthésistes, bien des métiers. C'est pas simplement la petite caissière j'allais dire du prix unique comme Juppé, toujours à la page, mais disons la petite caissière du G20 qui va être uberisée, mais c'est plutôt les bacs plus 10. Vous voyez? Et ça, c'est évidemment à la fois un vrai progrès et un vrai problème, c'est les deux. Parce que ça progresse, c'est formidable que voilà, on soit capable de diagnostiquer des maladies qu'on ne diagnostiquait pas autrement. Et en même temps, évidemment, les gens qui vont être uberisés vont être embêtés. D'où le grand débat qui s'est imposé déjà dans la dernière campagne électorale présidentielle, le fameux débat sur le RUB, le revenu universel de base, l'allocation universelle, avec cette idée qu'on va vers la fin du travail. Cette idée est à mes yeux complètement fausse. Je ne pense pas du tout qu'on aille vers la fin du travail. Je pense qu'il y aura toujours des emplois. Je vous donne un exemple parce qu'il est très frappant. Il y a 83 millions d'abonnements au téléphone portable en France. C'est-à-dire beaucoup plus que de Français. Et si vous nous retirez les nourrissons et les personnes très âgées ou très malades, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus que de Français. Et donc, il y a 20 ans, il n'y avait pas un seul abonnement. Ça a créé des dizaines de millions d'emplois dans le monde. Donc le problème, ce n'est pas du tout la fin du travail. Le problème, c'est la transition entre des métiers qui seront attaqués, des métiers qui disparaîtront, et puis des métiers qui apparaîtront. Mais la petite caissière du G20 qui va perdre son emploi parce qu'elle est remplacée par une machine, ou la petite personne qui faisait votre carte d'embarquement à l'aéroport et qui est remplacée là aussi par une machine, elle ne va pas devenir data scientist, informaticienne, mathématicienne dans le quart d'heure. Donc le problème qu'on va avoir, ce n'est pas un problème de fin du travail, c'est un problème de transition entre des emplois détruits et des emplois nouveaux, donc un problème de formation professionnelle permanente considérable. Or aujourd'hui en France, sur les en gros 32 milliards de la formation professionnelle, il y en a 27 qui vont à ceux qui ont déjà un emploi. Il faut d'urgence dans le monde qui vient que la proportion soit inversée. Il faut que cet argent il aille vers ceux qui sont au chômage et qui sont en transition. Et comme on va avoir une prolifération dans les villes des travailleurs indépendants sur le modèle des chauffeurs de Uber, on va avoir du télétravail, on va avoir du co-travail, on va avoir des travailleurs indépendants qui probablement représenteront en 2030 ou 2040 plus de 50% de ce qu'on appelait les salariés. Il va évidemment aussi falloir réfléchir à la question de la protection sociale. Il faudra que la protection sociale soit attachée à l'activité et pas au poste de travail, pas à l'emploi. Parce que nos enfants ou nos petits-enfants, ils auront 3 emplois ou 4 emplois dans leur vie. Et peut-être qu'ils n'en auront pas du tout, peut-être qu'ils seront travailleurs indépendants toute leur vie. Peut-être qu'ils sont freelance toute leur vie. Et dans ce cas-là, il faudra que la protection sociale, la retraite, la santé, etc., se soit attachée à l'activité du bonhomme, si je puis dire, ou de la bonne femme, enfin c'est moins bien bonne femme, mais que ce soit la personne, voilà, j'ai trouvé le mot, mais pas au poste. Le poste, l'emploi, ce n'est pas les emplois qu'il faut protéger, c'est les personnes qu'il faut protéger. Voyez ? Et donc, ne croyez pas à l'idée de la fin du travail, j'insiste là-dessus. Je pourrais vous citer pendant 1 heure, montre en main, les 600, 700 métiers qui ont disparu entre 1830 et aujourd'hui. Et vous ne les connaissez même pas. Les fenaciers, les obusiers, les archiers, il y en a 600, 700 qui ont disparu entre 1830, sans parler des lavandières, des taillandières, des allumeurs de réverbères, des chiffonniers. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, à Puteaux, en banlieue parisienne, il y avait tous les jours un chiffonnier qui passait, qui hurlait « peau de lapin, ferraille à vendre ». Franchement, quand je dis ça à mes filles, elles me regardent comme si je sortais de Jurassic Park. Tout ça a disparu. En plus, c'était un percheron qui tirait la charrette, vous vous rendez compte, à Paris. Et on avait encore les autobus avec le ventilateur de Dion-Bouton en avant, les trucs de la guerre de 14. Bon, tout ça, évidemment, a disparu. Mais si vous aviez demandé à l'équivalent de Macron en 1830, c'est-à-dire le comte d'Artois devenu Charles X, qui était le plus mauvais roi de France de l'histoire de l'humanité, mais si on avait demandé au roi de France de l'époque, en 1830, quels sont les métiers d'aujourd'hui, mais il aurait trouvé quasiment aucun.
un dessinateur de microprocesseurs d'ordinateurs, un pilote d'avion, mais le malheureux n'aurait rien su. Donc on va avoir des métiers qui apparaissent et des métiers qui disparaissent, mais évidemment, le problème ne sera pas la fin du travail, mais la transition entre les deux. C'est ça le vrai problème. Donc la formation professionnelle. Ça, c'est vraiment le sujet majeur des 10 années qui viennent. Et donc, dans les villes, on est bien meilleur qu'au niveau national pour organiser la formation professionnelle et pour aussi comprendre que le salariat va être peu à peu remplacé, pas entièrement, mais peu à peu remplacé par des travailleurs indépendants qu'il faudra organiser. La deuxième retombée, alors je parlais donc de l'économie collaborative, la deuxième retombée qui va alors l'air beaucoup plus encore modifier le paysage des villes, c'est la révolution de la mobilité. La révolution de la mobilité, elle va bouleverser le monde, mais elle va bouleverser le paysage des villes. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que les gens croient encore, la voiture complètement autonome, totalement autopilotée, sans volant, elle est parfaitement au point. Elle est là. Ce n'est pas de la science-fiction. Je l'ai essayé, vous pouvez aller voir sur Facebook, j'ai mis la vidéo sur Facebook, c'est amusant. J'ai essayé la voiture de Valeo, donc le plus grand équipementier européen. J'ai essayé la voiture de Valeo dans Paris, qui est une ville compliquée en termes de circulation. Il y a des joggers, il y a des vélos, il y a des scooters, il y a un tas de trucs qui sont compliqués, des sens interdits partout, des feux rouges, etc. J'ai fait 3 km dans Paris sans toucher une seule fois le volant. C'est comme s'il y avait l'homme invisible à côté de moi. On voit le volant qui bouge, mais il n'y a personne. Et elle s'arrête très bien au feu rouge, elle laisse passer les piétons, elle respecte les limitations de vitesse. C'est assez amusant quand on va se faire doubler par une moto, par exemple sur les berges de Paris, donc qui sont un peu étroites, et puis il y a un petit muret, faire attention, elle se pousse quand même pour laisser passer la moto ou le scooter qu'elle sent arriver, si je puis dire, au moins 90 mètres ou 100 mètres avant qu'on soit doublé. Elle a freiné pour laisser passer un jogger qui avait des écouteurs qui ne vous avaient pas vu arriver, c'est une voiture électrique, donc on était scotché, bluffé par la capacité de la voiture à tout anticiper. Elle s'arrête merveilleusement bien au feu, elle accélère et elle freine beaucoup mieux qu'un chauffeur de taxi, et beaucoup plus agréablement, c'est très doux, tout ça. Au bout de 3 minutes, on n'a plus peur du tout. Elle est là. Et ce qui m'a scotché, parce que j'en parlais depuis 3-4 ans, et ça faisait rire les gens quand j'en parlais, ils pensaient que c'était pour dans 40 ans, que même c'était une utopie. Pas du tout, elle est là, elle est parfaitement au point. Et c'est une voiture de série, ce n'est pas une voiture spéciale. Vous pouvez mettre l'équipement sur n'importe quelle bagnole. Et ce qui m'a scotché, c'est que j'ai demandé le prix au patron de Valeo de l'équipement qui est dessus. Alors il y a des radars lidar, il y a des scanners, il y a une caméra évidemment, il y a des capteurs ultrasons, il y a un petit logiciel d'intelligence artificielle dans le coffre. Je pensais que ça coûtait très cher. Ça coûte 5 000 € au total, c'est-à-dire quasiment rien, ce sera absorbé. C'est pas plus cher que l'ABS, enfin tout ce qu'on a mis sur les voitures d'aujourd'hui ou l'aide au parking. Ce sera complètement absorbé dans le coût de la voiture d'ici quelques années. Et donc ça veut dire une chose, c'est que dans 20 ans, il n'y aura pas un chauffeur de taxi en France. Il n'y aura pas un conducteur de TGV non plus. C'est encore plus facile pour le TGV. Et pour Guillaume Pépi ou son successeur, le patron de la SNCF, le petit robot d'intelligence artificielle qui conduira le train, c'est un bonheur, parce qu'il n'est pas à la CGT, il n'est pas à Sud, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne prend pas de vacances, il ne fait pas grève. Ce n'est pas forcément un désastre. Et donc, il ne fait pas de bêtises. Et donc, on aura évidemment une révolution de la mobilité qui va toucher le camion. Et là, il y aura destruction massive d'emplois. Les chauffeurs de taxi, les conducteurs de camions. On estime aux États-Unis que quand la voiture autopilotée sera vraiment commercialisée, c'est en gros, ça va aller très vite, mais d'ici une dizaine d'années, il y en aura partout. C'est 3 millions d'emplois qui vont disparaître. Il faut anticiper ça, il faut comprendre ça, voyez ? Et donc, ça va évidemment bouleverser complètement le paysage, parce que, alors, il n'y a quasiment que des avantages quand on aime conduire, sauf quand on aime conduire, mais sinon, il n'y a que des avantages. Parce que vous aurez une voiture qui sera un bureau hyper connecté dans lequel vous pourrez faire ce que vous voulez. Ça veut dire plus d'alcoolisme au volant en Bretagne.
Non, avant je disais dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, mais bon, j'essaye d'adapter la conférence au public. Mais c'est pas que le Breton arrête de boire, mais c'est qu'il n'y a plus de volant. Si vous voulez, il peut boire dans la voiture, il n'y a pas de problème, c'est que le volant lui a été retiré. Le Var est quand même champion de France, hein, je vous le signale, en juillet-août, mais c'est pas forcément le Varois, c'est bien connu, c'est les étrangers, ça va de soi. Mais ça veut dire plus de limitation de vitesse à 80 km/h qui emmerde tout le monde. Ça veut dire plus d'accidents, zéro accident. Il y aura peut-être 30 morts sur les routes. Il y a eu 3600 morts sur les routes de France cette année. Il y a eu près de 100 000 blessés. Il y en aura peut-être 15 parce qu'il y a toujours quelques bugs, comme sur un ordinateur, mais ce sera epsilonesque. Donc on aura quasiment plus de morts sur les routes, plus de blessés, plus d'alcoolisme au volant, plus de permis de conduire. Et surtout dans les villes, ce n'est pas la peine d'organiser aujourd'hui les villes comme si cette voiture n'allait pas arriver. Autrement dit, les parkings, ils seront à l'extérieur des villes. Ce n'est pas la peine de construire des parkings dans les villes, c'est une absurdité. Parce que la voiture ira se garer toute seule et elle sortira de son parking toute seule. Elle viendra chez vous et vous chercher toute seule. Vous l'appelez avec votre smartphone, elle arrive. Et c'est déjà là, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas dans 3 ans, c'est là. Donc après, c'est qu'une question de commercialisation. Pourquoi ça prendra un peu de temps? Parce qu'on ne remplace pas un parc automobile qui existe par un autre en 3 ans. Ça prend du temps, on est attaché à nos voitures, puis on ne va pas changer de voiture comme ça. Mais c'est qu'une question de temps. C'est comme la disparition des emplois qui vont avec, ça n'est qu'une question de temps. Et donc ce sont des choses que nos politiques devraient anticiper. Parce que ça va arriver, et ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Et ça vaudra aussi j'ai dit pour le train, pour le camion, pour la voiture, mais ça vaudra aussi évidemment pour l'avion. Les pilotes d'avion, c'est les allumeurs de réverbères du 19e siècle. Il y aura évidemment un pilote dans l'avion, mais il n'y en aura pas 2. C'est pas vrai. Parce que l'avion sera, d'ailleurs c'est déjà quasiment le cas, vous montez dans un Airbus, il décolle, il atterrit tout seul. Mais il y aura un type dans le cockpit, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un en cas de, mais il n'y en aura pas 2. Et donc il y aura évidemment, là encore, des compressions d'emplois, ce qui suppose qu'on réfléchisse aux emplois qui viennent. Et je vous donne le principe général, puisqu'on a aussi des élèves et j'imagine des profs dans la classe, dans la salle, dans l'amphithéâtre, des formations professionnelles. Il faut réfléchir à ça. Et d'ailleurs, il faudrait que mon ami Blanquer s'en saisisse, parce que c'est le problème de l'éducation des 10-20 ans qui viennent. La vraie question, elle est là, par rapport à l'intelligence artificielle. Comment équiper nos enfants? Quel savoir leur donner? Quel savoir-faire leur donner aujourd'hui pour qu'ils soient complémentaires du monde qui vient et pas victimes de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Et je vous donne la réponse globale, générale. Les métiers qui resteront, les métiers d'avenir, ce sont les métiers qui associeront la tête, le cœur, la main. L'intelligence, l'affectivité, les relations humaines, et puis le savoir-faire pratique. Quand vous avez un métier qui associe les trois, il n'y a aucune chance ou aucun risque qu'il soit ubérisé. Il ne disparaîtra pas. Autrement dit, cuisinier, ça ne disparaîtra pas. Directeur d'hôtel, ça ne disparaîtra pas. Jardinier, ça ne disparaîtra pas. Infirmière, ça ne disparaîtra pas. Le spécialiste en médecine disparaîtra avant le généraliste et le généraliste avant l'infirmière. Pour retourner quelqu'un, lui piquer le cul en lui disant que ça ne lui fera pas mal, il faut un humain. Le robot est incapable de faire ça, parce qu'il ne sait pas mentir. Et donc on aura à réfléchir à ça. Ça veut dire aussi qu'il faut vraiment réfléchir au savoir et au savoir-faire qui seront nécessaires, qui seront vitaux dans les 20 ans qui viennent. Attendu que le RUB, le revenu universel de base, serait la pire saloperie qu'on puisse inventer. Parce que ça veut dire un monde à terme où vous auriez 70% de gens qui seront sans emploi, sans travail, sans activité. Et ils seront à quoi? 600 € par mois, 800 € par mois? C'est même pas le prix de mon iPhone. Ils deviendront alcooliques et pleins de ressentiments, puis vous aurez 30% qui rouleront en Porsche et qui considéreront que les autres sont des blaireaux et des parasites. Vous aurez un monde qui sera déchiré et haineux. Donc c'est pas ça qu'il faut préparer. Il faut préparer un monde dans lequel nos enfants seront complémentaires des nouvelles technologies et pas victimes des nouvelles technologies. Et c'est très faisable, mais ça se prépare dès aujourd'hui. Et c'est dans les villes que ça peut se faire beaucoup plus qu'au niveau national, même si au niveau national, on devrait fixer les grandes
les grandes lignes d'horizon. Je termine en vous expliquant, j'aurais fini, mais il me faut encore un tout petit peu de temps, ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi elle va bouleverser le monde, sans rentrer dans les détails de ce que c'est que les neurones artificiels, parce que c'est horriblement compliqué, c'est des fonctions mathématiques en vérité, c'est très abstrait. Mais on peut comprendre les enjeux si on distingue 3 types d'intelligence artificielle. Ne les confondez pas, il y a beaucoup de gens qui les confondent, mais ça empêche de comprendre ce qui se passe. Il y a trois types d'intelligence artificielle. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus en ce moment, donc c'est une de mes passions. Et c'est évidemment ce qui va nous changer la vie considérablement. Il y a 3 types d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle l'IA faible, l'intelligence artificielle faible. C'est l'intelligence artificielle faible, c'est celle qui a, et ça je pense que tout le monde le sait maintenant, on en a tellement parlé, elle a battu le champion du monde d'échecs en 1997 avec l'ordinateur Deep Blue, qui a battu Garry Kasparov très facilement. Et à l'époque, on disait, bon d'accord, il est capable, cet ordinateur de Deep Blue, de battre le champion du monde d'échecs, parce qu'aux échecs, on peut quasiment tout calculer. Donc il calcule. Et puis on a dit, mais au jeu de Go, il n'y arrivera pas. Et donc on a relevé le Google, c'est Google. Vous savez, Google s'appelle Alphabet parce qu'il décline les filiales comme on décline un alphabet. Et il y a une des filiales de Google qui s'appelle DeepMind, qui a été créée par un type qui s'appelle Demis Hassabis, un Anglais, et qui a inventé un ordinateur qui s'appelle AlphaGo. Et cet ordinateur a littéralement ratatiné en 2016, on a mis du temps, Lee Sedol, qui était déjà le champion du monde de jeu de Go. Et c'est très compliqué parce qu'au jeu de Go, on ne peut pas tout calculer. Il y a des coups imprévisibles. Et quand Lee Sedol a été battu, il a dit, mais en parlant de l'ordinateur, d'AlphaGo, l'ordinateur de Google, c'est pas que je fasse mon courrier, mais j'éteins ça pour que ça sonne pas. Il a dit, mais he's God, il est Dieu. Voilà, il est Dieu, et parce qu'il comprend tous les coups que je prépare 10 coups avant moi. Il sait ce que je vais faire, il comprend ce que je fais. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'IA faible, parce qu'en fait, elle ne pense pas, elle n'a pas la conscience de soi, elle ne sait pas ce qu'elle calcule malgré tout. C'est en fait du calcul statistique, avec des raisonnements, ce qu'on appelle des inférences bayésiennes, mais peu importe le détail. Mais en tout cas, elle ne pense pas, elle n'a pas la conscience de soi. C'est quand vous tapez un texto sur votre smartphone, vous voyez apparaître 3 ou 4 mots qu'il vous propose. Et si vous tapez la première lettre, il ne se trompe plus. Comment il fait? C'est pas qu'il pense la phrase, il ne comprend rien à ce que vous écrivez. C'est purement statistique. Et simplement, les programmateurs de Google ont compris une chose qui est assez simple, c'est que plus on avance dans la phrase, plus les mots qui suivent sont contraints. Par exemple, si je vous dis « Alors aujourd'hui, les amis, comment ça ?» vous savez bien que le mot qui va venir, c'est « va ». Ça ne va pas être presbytère, il y a très peu de chance. Et donc, pareil, donc il prévoit, et puis si vous lui donnez la première lettre et la deuxième, là, l'entonnoir se réduit et il trouve la... Mais il ne comprend rien à ce que vous écrivez, il ne pense pas. Cette intelligence artificielle, c'est celle qui bouleverse aujourd'hui la médecine, la faible, l'intelligence artificielle faible, pas la médecine faible, parce qu'elle est capable de séquencer en quelques minutes ou en quelques heures le génome humain, mais aussi, ce qui est beaucoup plus intéressant d'une manière précise, cette intelligence artificielle, elle est capable de séquencer le génome d'une cellule cancéreuse. Ça, c'est très intéressant. Cette cellule cancéreuse, elle contient 20 milliards d'informations. Elle mute 2,5 millions, cette saloperie, 2,5 millions de fois dans sa vie, ce qui fait que vous avez un médicament qui répond bien, puis ça a muté, ça ne répond plus, ça ne marche plus. Là, ça permet de suivre les mutations et d'analyser ces 20 milliards d'informations et de faire ce qu'on appelle, par exemple à Gustave Roussy à Paris, on le fait aussi dans le sud de la France très bien, des thérapies de précision. Pour le cancer du sein chez les femmes, ça donne 90% de guérison aujourd'hui quand c'est pris à temps, grâce à ces thérapies personnalisées, ces thérapies de précision qui reposent là aussi sur la possibilité de séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, donc d'une tumeur, et donc de savoir par quel biais on va l'attaquer. En 90, quand j'étais avec Jean Dosset, le premier séquençage du génome, il a duré 13 ans. Il a coûté 3 milliards de dollars. C'est un projet mondial, Human Genome. Il a coûté 3 milliards de dollars, il a duré 13 ans. Aujourd'hui, un séquençage du génome, vous envoyez une goutte de salive chez DNA Vision, la boîte de mon ami Laurent Alexandre,
15 jours après, vous recevez le séquençage de votre génome, ça vous coûte 300 $. Enfin, si vous voulez un truc très très complet, ça va vous coûter 1000 $. Et vous avez le séquençage complet de votre génome. Il faut le voir pour le croire, parce que vous voyez apparaître à côté les 100 maladies dont vous êtes potentiellement porteur, avec le pourcentage de risque que vous avez de les développer en fonction de vos habitudes de vie. Est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, etc. Et donc, on a là, évidemment, quelque chose qui permet des thérapies de précision qui sont tout à fait extraordinaires. Et ça veut dire qu'on guérit aujourd'hui des cancers qu'on ne guérissait pas il y a encore 10 ans. J'ai 3 copines qui sont mortes du cancer du sein. J'en ai partout autour de moi aujourd'hui qui sont guéries. Et c'est quand même un progrès extraordinaire. Tout ça est dû à cette IA faible, en grande partie en tout cas. Pas tout, mais une grande partie de ces progrès sont dus à cette possibilité de séquencer le génome d'une cellule ou globale même d'un être humain en quelques minutes. Et pour 3 fois rien, là, on est passé de 3 milliards de dollars à 300 $. La deuxième forme d'intelligence artificielle, la première, donc, c'est l'IA faible, mais elle est très forte. On l'appelle faible parce qu'elle ne pense pas, elle n'a pas la conscience de soi. La deuxième forme d'intelligence artificielle, c'est ce sur quoi travaille Yann Lequin chez Facebook et Demis Hassabis chez Google. La deuxième forme d'intelligence artificielle, ce serait une intelligence, on y arrive, hein, mais ce n'est pas encore complet, mais une intelligence qui serait meilleure que nous, humains, pas simplement aux échecs ou aux jeux de Go pour séquencer un génome, mais qui serait meilleur que nous dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Autrement dit, ce qu'on essaye de fabriquer, c'est une intelligence artificielle qui serait transversale, qui serait contextualisante, qui serait horizontale, si je puis dire. Comprenez bien que la petite application de jeu d'échecs que j'ai dans mon smartphone, elle bat n'importe quel grand maître. C'est agaçant d'ailleurs. Mais elle ne sait rien faire d'autre que jouer aux échecs. Elle est comme un nageur dans son couloir. Elle n'en sort pas. Elle n'est pas contextualisante. Je parlais l'autre jour avec le patron de Google Europe, qui est un jeune Américain sympathique, et il me disait, voilà, ce qu'on essaye de fabriquer, c'est une intelligence qui soit capable de contextualiser, ce que l'IA faible ne fait pas. Qui soit capable de contextualiser. Il me donnait un exemple que je vous donne parce qu'il est très parlant. Il me dit, voilà, il est 12h30, tu es dans le 15e arrondissement, à Paris, et tu tapes restaurant chinois. Et il te donne immédiatement tous les restaurants chinois ouverts à 12h30 à Paris. Si tu fais exactement la même phrase, mais à 3h du matin, il faut qu'ils comprennent que le contexte a changé et que ce que tu demandes, ce n'est pas un restaurant chinois pour aller déjeuner, c'est un Deliveroo, c'est une livraison à domicile. Ou alors c'est pour le lendemain. Mais il faut qu'ils soient capables de contextualiser. Autrement dit, on essaie de fabriquer aujourd'hui des systèmes experts qui seraient bons aussi bien en droit, en placement financier, en médecine, en criminologie, etc. Et qui soient meilleurs que nous, au fond, dans tous les domaines, et surtout qui soient capables de contextualiser. Pour que ça fonctionne, et là, j'ai presque fini, mais là, gardez bien ça en tête, parce que là, je rentre vraiment dans le dur, si je puis dire, sans aller sur ce que c'est que les neurones artificiels. Encore une fois, c'est trop compliqué, et c'est vraiment des fonctions mathématiques hyper sophistiquées. C'est horriblement compliqué, avec des pondérations. Enfin, je ne vais pas rentrer dedans, mais juste pour que vous compreniez les paramètres qui permettent à cette intelligence artificielle de fonctionner. Et là, au moins, on comprend comment ça marche. Il y a 3 paramètres qui permettent de faire fonctionner un système expert incroyablement performant, que ce soit en diagnostic médical, comme celui que j'évoquais pour les grains de beauté tout à l'heure, ou que ce soit en placement financier, en économie, en droit. Par exemple, en droit, pour analyser la jurisprudence d'un procès, par exemple, toute la jurisprudence d'un pays est analysable en quelques minutes par l'intelligence artificielle qui vous donne des résultats formidables. Pour le petit Grégory, c'est un logiciel de criminologie qui a ressorti l'affaire. C'est parce qu'il analyse des dizaines de milliers d'articles en quelques minutes et il vous donne la synthèse. Alors, je reviens. Qu'est-ce qui fait qu'un système expert, un système d'intelligence artificielle fonctionne? Il y a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la puissance des ordinateurs. Il faut, pour gérer toute cette masse big data, cette masse de données, il faut des ordinateurs extrêmement puissants. Et je vous donne un chiffre parce qu'il est amusant. En 1930, quand Konrad Zuse, que beaucoup considèrent comme un Allemand, comme le premier inventeur avant Turing des ordinateurs, il est très fier parce que la machine qu'il a inventée est capable de faire une opération mathématique par seconde, une addition, une soustraction en 1 seconde, même compliquée, même une racine carrée. Et donc, il est très fier, il dit, voilà, ma machine, elle est meilleure que nous. En 1 seconde, elle vous extrait une racine carrée.
Aujourd'hui, les derniers ordinateurs chinois, ils sont capables de gérer, écoutez bien parce qu'on n'arrive pas à comprendre, 97 millions de milliards d'opérations par seconde. Je dis bien 97 millions de milliards d'opérations par seconde. Et donc ça permet évidemment de gérer des masses absolument gigantesques de données, le big data. Le deuxième paramètre qui fait que l'intelligence artificielle progresse, c'est la qualité des algorithmes. Les algorithmes, on les compare souvent pour faire comprendre, c'est pas faux d'ailleurs comme comparaison à des recettes de cuisine, parce que c'est une série d'opérations à faire pour arriver à un bon résultat, comme une recette de cuisine. Si vous voulez comprendre les algorithmes, alors ce qu'on appelle les inférences bayésiennes, qui vient du nom d'un mathématicien du XVIIIe siècle, Thomas Bayes, peu importe. En médecine, par exemple, pour Watson d'IBM, qui est un logiciel de diagnostic médical, ce qu'on appelle les inférences bayésiennes, en gros, c'est ça. Vous êtes médecin, vous avez un patient qui vient chez vous, et vous rentrez dans la machine 5 ou 6 symptômes dont il vous a fait part, ou vous avez constaté vous-même comme médecin, comme clinicien, vous voyez les symptômes. Et donc, la machine va vous dire, si votre patient il a RSTUV comme symptôme, il est probable que la maladie s'appelle X. Voilà, ça c'est une inférence bayésienne. C'est qu'à partir de choses certaines, on va arriver à une conclusion probable, à un diagnostic très probable. C'est ce type d'inférence, ce type d'algorithme qu'on utilise pour construire des systèmes experts médicaux qui sont aujourd'hui, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, très performants. Mais pour qu'ils marchent, ces systèmes experts, il faut un troisième paramètre. Il faut qu'il y ait énormément de données dedans. Il faut qu'on les remplisse de milliards de données. Je vous donne là aussi un exemple pour que vous compreniez bien. Un enfant de 5 ans, pour distinguer un tigre qui a des rayures d'un lion qui n'en a pas, ou un zèbre d'un cheval, en gros, à un môme de 5 ans, il lui faut 3 photos. Pas plus, ça suffit. Puis après, il ne se trompe jamais. La machine, il lui faut des millions de photos, ou en tout cas des centaines de milliers de photos, pour arriver à distinguer, dans tous les cas de figure, sous tous les angles possibles et imaginables, un lion d'un tigre. Mais une fois que vous lui avez fait bouffer à la machine les 3 millions de photos dont elle a besoin, elle vous reconnaît un tigre d'un lion à 3 km sur une photo floue avec 1 cm² d'oreille. Voilà, c'est ce qui permet de faire un diagnostic sur les grains de beauté. C'est la même logique. C'est aussi ce qui permet à la voiture autopilotée de fonctionner. Avant, on lui disait, par exemple, à la voiture autopilotée, tu es sur une petite route étroite bordée de platanes, tu ne peux pas sortir de la route, tu n'as pas le temps de freiner, il y a une vieille dame qui traverse, elle a un limbago, elle est cassée en deux, de l'autre côté, il y a un gros chien, qu'est-ce que tu écrases ? Maintenant, elle sait qu'il faut écraser la vieille dame, évidemment, mais c'est horrible. Mais c'est pour voir si le fond de la classe suivait. Mais c'est ce même type de technique. Il faut des millions de photos pour arriver à une reconnaissance faciale parfaite. Alors, écoutez bien, on met presque 1 milliard de photos, en tout cas on en met 700 millions, 800 millions par jour sur Instagram. Instagram appartient à Facebook. On nourrit la bête américaine. Autrement dit, nous nourrissons ce qui permet, ces données qui permettent à l'intelligence artificielle de progresser, à l'intelligence artificielle américaine. Nous n'existons pas en Europe. On a des chercheurs formidables, on a des scientifiques talentueux, largement aussi bons que les Américains ou les Chinois. Mais aujourd'hui, tout est américain et chinois. Et nous, ce qu'on est capable de faire, c'est la ligne Maginot, le RGPD. C'est-à-dire le Règlement général de protection des données, qui ne sert strictement à rien, qui est la pire connerie qu'on ait inventée dans l'histoire de l'humanité, parce que de toute façon, les données partent forcément vers les Américains, parce qu'on n'a pas de GAFA européen, on n'a pas de Google, Apple, Facebook ou Instagram européen. Donc, tant vous recevez toute la journée sur votre smartphone, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données? Vous dites oui avant même d'avoir lu le truc, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc ça ne sert strictement à rien. Ça pourrait être utile si on avait des GAFA français ou européens, mais ce n'est pas le cas. Donc nos données nourrissent l'IA américaine, et notamment cette deuxième IA, c'est à la construction de vastes systèmes experts. Et puis il y a une troisième intelligence artificielle à laquelle travaille Google, notamment depuis 2008 avec la création de l'Université de la Singularité dans la Silicon Valley. Et là, c'est ce qu'on appelle l'IA forte. C'est tout à fait autre chose. L'IA forte, ce serait la construction d'une vraie intelligence qui penserait, qui aurait la conscience de soi, du coup des émotions, autrement dit une post-humanité. L'idée qui anime Google aujourd'hui, c'est de fabriquer, je vais le dire comme ça parce que c'est la bonne image et c'est au fond ça, de fabriquer un cerveau comme le nôtre, des connexions de neurones comme les nôtres,
On en a 100 milliards, c'est très compliqué, mais ils disent on va y arriver. Donc un cerveau comme le nôtre, mais sur une base, disons, de silicone et pas de carbone, sur une base non biologique. Si on y arrivait, je mets beaucoup de si parce que moi je n'y crois pas, si on y arrivait, on aurait fabriqué une post-humanité, c'est-à-dire qu'on aurait fabriqué une vraie intelligence qui pense vraiment, qui a la conscience de soi, qui a des émotions, la jalousie, la haine, la colère, etc. On aurait fabriqué une intelligence 1000 fois, des milliards de fois plus performante que la nôtre, avec la conscience de soi. Donc une post-humanité par rapport à laquelle on serait, comme dit Elon Musk, le patron de Tesla, de Hyperloop, de Neuralink, de SpaceX, entre parenthèses, Ariane, à côté de Falcon Heavy de Elon Musk, c'est le Minitel de l'espace. On est complètement ridicule. Mais il a fabriqué cette fusée incroyable, la Falcon Heavy. Et donc, on a là quelqu'un qui dit que si on arrive à l'IA forte, donc à une machine vraiment intelligente, alors nous serons, dit-il, comme nos animaux domestiques d'aujourd'hui par rapport à nous. Et encore dans le meilleur des cas. La vérité, c'est qu'on sera plutôt comme Néandertal par rapport à Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est nous, c'est Sapiens, et on sait qu'on a, en tout cas c'est l'hypothèse que font les meilleurs anthropologues, qu'on a détruit Néandertal. On a aussi eu des petites choses avec lui, parce qu'on a tous du Néandertal en nous, on a quand même couché avec lui. Mais on a défini par détruire Néandertal parce qu'on était, nous, humains, comme d'habitude, plus méchants et plus intelligents que lui. Et puis qu'il avait la tronche des Bogdanov, pour être franc. Mais enfin, c'est pas une raison. Et donc, on a détruit Néandertal. Et ce que dit, évidemment, Elon Musk, que si on fabrique une IA forte, on aura fabriqué une post-humanité qui nous détruira. Et Stephen Hawking, juste avant de mourir, a dit, oui, si on arrive à l'IA forte, vous pouvez trouver ça sur le net très facilement, ce sera un grand pas pour l'humanité, mais ce sera le dernier, parce qu'on aura fabriqué une espèce darwinienne qui n'aura qu'une idée, c'est d'éliminer ceux qui peuvent l'éliminer. Moi, je n'y crois pas, mais j'ai beaucoup discuté avec eux, notamment avec des chercheurs de l'Université de la Singularité, et je vous donne leur raisonnement, parce que qui suis-je pour contester leur thèse? C'est un vrai débat. Qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez bien le raisonnement. Ils sont matérialistes philosophiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent que les humains sont déjà des machines. C'est ça un matérialiste, philosophiquement parlant. Ils pensent que nous sommes déjà des machines et ils pensent que, contrairement aux chrétiens, il n'y a pas une petite âme qui va s'envoler au ciel quand le corps sera mort. Ils pensent que le corps et l'âme, ça ne fait qu'un. Spinoza, matérialisme. Ils sont, si vous préférez, monistes. Ils pensent que le cerveau et la pensée, c'est la même chose. Ils ont un argument bête et fort. Ils disent, si je te détruis le cerveau, tu verras, tu penseras beaucoup moins bien. Ce qui est vrai. Et donc, ils sont monistes et matérialistes. Et donc, ils pensent que la question de fabriquer des connexions de neurones comme les nôtres, mais sur une base matérielle, n'est qu'une question de temps. Mais ce n'est pas une question impossible qualitativement, métaphysiquement. Voilà. Moi, je n'y crois pas pour d'autres raisons, mais encore une fois, Stephen Hawking, qui vient de mourir, y croyait, quand même un des plus grands physiciens au monde, Elon Musk y croit, Bill Gates y croit, et ils ont signé en 2017 à nouveau, ils l'avaient déjà fait en 2015, une pétition avec plusieurs milliers de chercheurs, parmi les plus talentueux en biologie, en informatique, en maths au monde, contre les dangers de cette IA forte, en disant qu'il faut absolument encadrer l'IA aujourd'hui. Mais je n'y crois pas parce que je suis plus biologiste que mathématicien. Mais peu importe pourquoi j'y crois ou pourquoi j'y crois pas, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a ces trois formes d'IA, l'IA faible, l'IA contextualisante et l'IA forte. L'IA forte, c'est une utopie, ça c'est sûr, mais les deux premières, elles sont là et elles vont bouleverser nos vies en très bien pour l'essentiel et en problématique en ce qui concerne évidemment la destruction des mondes anciens, des métiers anciens, la création de métiers nouveaux, mais qui posera à nos enfants évidemment un problème majeur. Comment s'adapter à ce monde de l'innovation permanente? Quelle formation leur donner pour qu'ils s'y adaptent? Je pense que c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, et je conclus avec ça, étant que l'Europe n'est pas dedans. Pourquoi elle n'est pas dedans, l'Europe? Elle est totalement à côté. Quand Macron annonce 1,5 milliard sur l'IA, d'abord c'est une fake news parce que c'était déjà budgété par Hollande, il faut quand même le savoir. Ça c'est une question budgétaire, mais enfin c'était déjà prévu dans le plan innovation de Hollande, donc ce n'est pas du tout de l'argent nouveau, de toute façon les caisses de l'État sont vides. Mais en plus, 1,5 milliard, c'est ridicule, il faudrait au moins 150 milliards. C'est epsilonesque, ça n'a aucun sens. Et donc pourquoi l'Europe n'est pas dedans? Parce que l'Europe elle est divisée depuis le traité de Maastricht. Et je vous explique ça parce que tout part de là. Il y a les villes, il y a l'Europe. Entre les deux, pas grand-chose.
Maastricht 93, on a autorisé, ce qui est de la folie furieuse, et c'est un très pro-européen qui vous le dit, on a autorisé le dumping fiscal et le dumping social entre les pays de l'Union européenne. Pour vous donner un exemple qui est quand même typique, l'impôt sur les sociétés en Irlande est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que Uber aille payer ses impôts en France, alors que c'est une compagnie américaine? Le rôle d'un chef d'entreprise n'est pas de couler sa boîte, c'est d'aller payer là où c'est le moins cher. Et donc, ils se sont installés en Irlande, évidemment. C'est d'ailleurs fait pour ça. L'Irlande a fait du dumping fiscal pour que les entreprises viennent s'installer chez eux et pas ailleurs. C'est normal. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de créer de l'emploi, de payer convenablement ses salariés, c'est pas de couler sa boîte, encore une fois. Et donc, on a autorisé le dumping fiscal et évidemment le dumping social, puisqu'on a élargi bêtement, par compassion bête, aux pays de l'Est, sans aucun profit pour nous, Europe de l'Ouest. C'est absurde. Et donc, moi, je plaide, dans le débat sur l'Europe qui vient, pour une Europe de l'Ouest à 10, 12 maximum, mais probablement plutôt 10, avec l'obligation d'avoir une harmonisation fiscale et sociale parfaite. Mais ça supposerait, mes amis, qu'on n'ait pas 100%, que la dette française ne soit pas 100% du PIB, parce que la dette allemande est de 60% du PIB. Donc, Mme Merkel, quand Macron lui propose quelque chose, elle lui dit non. Nein, danke. Elle n'en a rien à faire, parce qu'un pays qui est à 100% du PIB, quand un autre est à 60%, elle n'en a rien à faire. Elle trouve que c'est un gamin charmant, mais que c'est un galopin. Et donc elle ne l'écoute pas plus d'ailleurs que Trump ou Poutine. Et donc nous sommes ridicules dans le monde entier aujourd'hui, avec nos 100% de dette, avec nos 2300 milliards d'euros de dette, avec un intérêt de la dette qui est supérieur à l'impôt sur le revenu. Tout ça est absurde, et on continue de l'augmenter, la dette. Donc il faut qu'on ait une harmonisation sociale et fiscale à 10, et qu'on ait une règle d'or, la réduction de la dette partout, qu'on accepte ces 3 règles, et que nous soyons capables d'investir dans la 3e révolution industrielle, nous que soyons capables d'investir non pas 1,5 milliard, mais au moins 100 milliards. Investir dans quoi, mes amis? J'ai presque fini, rassurez-vous, mais investir dans quoi? Mais investir pas bêtement comme ça dans des entreprises, on ne sait pas trop ce qu'elles vont en faire, mais il faut faire ce que font les Américains, qui achètent les cerveaux européens. C'est ça, et qui achètent les start-up européennes quand elles deviennent des licornes, c'est-à-dire quand elles ont réussi et qu'elles font 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Yann Lequin est français, patron de l'IA chez Facebook. Demis Hassabis est britannique, patron de l'IA chez Google. Ils installent, Google et Facebook, des antennes partout, à Paris, FAIR ça s'appelle. Il y a 400 chercheurs sur l'intelligence artificielle à Paris, tous français, mais ils travaillent pour les Américains, pour Google, parce qu'ils sont payés. Quand j'étais jeune chercheur au CNRS, j'avais 2 agrégations, un doctorat d'État. J'étais agrégé de philo, j'étais agrégé de sciences politiques, j'avais un des derniers doctorats d'État. J'étais payé royalement l'équivalent de 1 800 € par mois. Avec bac plus 15. Quand on vous dit c'est pas 1 800 € par mois, c'est 1 800 € par mois, ça facilite les délocalisations. Et en plus, vous avez un laboratoire où vous pouvez faire venir qui vous voulez. Voilà. Alors Sophie Antipolis, c'est ça qu'il faut faire ici. Et il faut garder. Mais pour garder les gens, il faut pouvoir aussi les payer. C'est pas que Yann Lequin soit vénal, c'est pas ça. Mais c'est qu'on lui propose en plus le plus beau laboratoire de travail du monde. C'est ça qu'on doit offrir à nos chercheurs. C'est ridicule d'avoir des chercheurs payés 2 000 € par mois quand ils ont ce talent-là, c'est absurde. Et de la même manière, les Américains rachètent les start-up quand elles deviennent des licornes, qu'elles ont réussi. Pourquoi? 1, ça leur évite de mettre de l'argent à perdre dans des boîtes qui vont se casser la gueule, et 2, ça supprime un concurrent. Donc il faut qu'au niveau d'une Europe unie et harmonisée, nous ayons la capacité d'avoir une puissance, une politique de puissance en direction de la Chine et des États-Unis, qui sont aujourd'hui les 2 leaders du monde, parce qu'ils maîtrisent les systèmes experts. Et donc, pour l'instant, on est totalement à côté de la plaque. C'est mon seul motif de pessimisme sur l'avenir. Pour le reste, je trouve que tout ça est formidable. Bien sûr, il y a des dangers, mais globalement, on a une révolution qui est absolument épatante, qui est un véritable progrès. Mais le vrai sujet, c'est que malheureusement, ni la France ni l'Europe ne sont dedans. Et j'ai là dans ma poche la liste des 20 leaders mondiaux du digital. Il y a 10 Américains et 10 Chinois. Il y a les BATX, il y a les GAFAMI, et puis il y a Didi, il y a Uber, etc. Il y a 10 Américains et 10 Chinois, il y a 0 Européen. Il n'y a même pas un Japonais dedans, il n'y a même pas un Allemand. Merci de votre attention. Voilà. Hop. Ça va.